Un camionneur trouve une femme cachée dans son camion, puis il découvre de qui elle fuyait. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire en lui donnant une note de 0 à 10 et dites-moi de quelle ville vous me regardez. Je veux vraiment savoir si vous avez aimé mon histoire et mieux vous connaître. Alors, abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Je compte sur votre aide. Il y a des nuits où la route ne vous laisse pas en paix. Ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas le froid, ce n'est pas le bruit du moteur qui gronde comme une bête malade quand la charge est lourde. C'est autre chose. C'est une inquiétude qui monte doucement le long de la colonne vertébrale, passe par le cou, s'installe au milieu du front comme la pression d'un doigt et reste là, sans nom et sans explication, comme si la route savait quelque chose que vous ne savez pas encore. Cette nuit de mars, j'avais déjà 6 heures de route quand ça a commencé. Le brouillard s'épaississait depuis Issoire, de cette manière sournoise que le Massif central a en début d'année. Il ne pleut pas, il n'y a pas de soleil, juste cette humidité lourde qui colle à la peau et efface les phares à la moitié de leur portée. L'A75 disparaissait devant mon semi-remorque comme si l'asphalte était avalé petit à petit. J'allais doucement, avec attention, changeant de voie pour m'éloigner des bandes d'arrêt d'urgence où les automobilistes ont la mauvaise habitude de s'arrêter sans clignotant. 32 ans de route m'ont appris que le brouillard ne respecte pas la hâte, et les céréales que je transportais n'allaient pas germer de nouveau si j'arrivais 1 heure plus tard à Saint-Flour. C'est vers 2 heures du matin que le bruit a commencé. Un grattement, faible, irrégulier, venant de la remorque. Différent du métal qui travaille sous le poids de la charge, différent du grincement des longues poutres quand la route ondule. Un bruit organique, incongru, qui ne correspondait à rien sur la liste des sons qu'un camion chargé de céréales fait par une nuit froide de mars. Je me suis arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence avec précaution, j'ai mis les feux de détresse, j'ai pris la lampe de poche sous le siège. Je suis descendu lentement. Les genoux trahissent l'âge avant toute autre partie du corps, et je suis allé sur le côté de la remorque. J'ai ouvert la bâche, et ce que j'ai vu m'a arrêté d'une manière qu'aucun bruit de moteur, aucun freinage brusque, aucune situation de danger réel ne m'avait jamais arrêté. Parce que le danger, je sais comment l'affronter. Ce qui était là, recroquevillé entre les toiles, les genoux contre la poitrine et les yeux écarquillés de peur, n'était pas un animal, n'était pas un sac oublié, n'était rien de ce que ma tête avait mis sur la liste des possibilités. C'était une femme, la quarantaine, ai-je estimé sur le moment. Cheveux sombres, attachés avec un élastique lâche, un petit sac à dos serré contre elle, comme si c'était la dernière chose au monde qu'elle ne lâcherait pas. Une fine égratignure sur la joue droite, rouge vif sur sa peau claire. Elle respirait avec difficulté, la poitrine se soulevant et s'abaissant trop vite pour quelqu'un d'immobile. Elle n'a pas crié, moi non plus. Le vent froid est entré par l'ouverture de la remorque et est passé entre nous deux, comme s'il voulait occuper l'espace, que les mots ne remplissaient pas encore. La lampe de poche n'éclairait que la moitié de son visage. L'autre moitié restait dans l'ombre. Nous sommes restés comme ça, moi la regardant, elle me regardant, pendant un temps qui a duré plus qu'il n'aurait dû, plus que le raisonnable, plus que le confortable. Je suis un homme de peu de mots, ce n'est ni de la modestie ni un défaut, c'est juste la vérité. La route nous fait ça, on passe tellement d'années seuls dans une cabine qu'on perd l'habitude de remplir le silence juste par politesse. Les mots restent enfermés à l'intérieur, et parfois ils y gonflent, et parfois on se rend compte qu'on n'arrivera plus à en lâcher un seul de la bonne manière. Christian Fournier, 62 ans, camionneur depuis l'âge de 30 ans, né à Brioude, élevé entre Brioude et la route, enterré, quand l'heure viendra, probablement quelque part à mi-chemin entre une ville et une autre. C'est comme ça que ça semble devoir se passer, et ça fait un moment que ça a cessé de me déranger. Ce qui me dérange vraiment, ce que je porte depuis 6 ans comme une pierre cousue dans la doublure de ma veste, c'est ma fille, Marion. Elle a 24 ans maintenant. Elle devait avoir 18 ans quand j'ai cessé de pouvoir lui parler d'une manière qui ne ressemble pas à la visite d'un étranger. Mon ex-femme, Martine,
a refait sa vie avec un homme nommé Gilles, qui est un type bien, je le sais. Je n'ai jamais eu de raison de dire du mal de lui. Mais Marion a grandi aux côtés de cet homme pendant que j'allais et venais, allais et venais, et à un moment donné, entre deux voyages, elle a décidé, ou a été convaincue, je n'ai jamais vraiment su, que le père qui apparaissait tous les 15 jours n'était pas une présence suffisante pour compter comme un père. Ce ne fut pas une dispute, pas une discussion dramatique. Ce fut le silence. Un silence qui a grandi lentement, a pris de la place, est devenu le langage par défaut entre nous deux. Elle ne répondait plus au téléphone. Quand j'apparaissais pour des occasions spéciales, elle était toujours occupée, toujours prise, toujours avec une raison polie de ne pas me voir. Et je restais devant la maison de Martine avec le souvenir que ma fille avait été petite un jour, que je l'avais lancée en l'air et rattrapée, qu'elle avait crié mon nom avec cette voix d'enfant. Et maintenant, je ne savais même plus la couleur de sa chambre. Cette blessure ne cicatrise pas. On apprend à marcher avec. On apprend à ne pas appuyer là où ça fait mal. Mais elle ne disparaît pas. Et c'est cette blessure, je crois, qui a déterminé ce que j'ai fait au moment où la femme recroquevillée dans ma remorque a finalement ouvert la bouche. Elle n'a dit qu'une chose. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas retourner à la Bourboule, d'où elle venait, et qu'elle n'avait nulle part où aller. La voix était basse, trop contrôlée pour quelqu'un qui avait clairement peur. Le genre de contrôle qui ne vient pas du calme. Il vient de l'entraînement. Il vient d'années à apprendre à serrer les dents parce que pleurer devant les autres n'a jamais rien résolu. Je connais ce contrôle. Je l'ai aussi. Je n'ai rien demandé. Je n'ai pas demandé son nom. Je n'ai pas demandé ce qui se passait. Je n'ai pas demandé comment elle était entrée dans ma remorque sans que je la voie. Ce que, de jour, la tête froide, j'aurais voulu comprendre, mais cette nuit-là, dans le froid et le brouillard de l'A75, ça ne m'a tout simplement pas semblé le plus urgent. Le plus urgent, c'était qu'elle tremblait. Je lui ai dit que j'allais jusqu'à Saint-Flour. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir dans la cabine. Juste ça. Elle m'a regardé pendant une seconde qui m'a semblé être une évaluation, pesant les risques de faire confiance à un inconnu contre le risque de rester où elle était. Je ne sais pas ce qu'elle a vu sur mon visage, mais elle est sortie de la remorque sans rien dire de plus, est passée à côté de moi sur la bande d'arrêt et montée du côté passager. J'ai refermé la bâche, éteint les feux de détresse, je suis remonté. La cabine sentait le diesel et le café froid que j'avais bu 3 heures plus tôt, sur une aire près d'Issoire. La radio était à faible volume, une station qui passait de la vieille chanson française. Elle regardait par la fenêtre. J'ai passé une vitesse et je suis retourné sur la route. Pendant un long moment, aucun de nous n'a dit un mot. Le brouillard s'était un peu levé et je pouvais voir plus loin maintenant. Les cigales s'étaient tues. Quand il fait très froid dans la campagne, elles s'arrêtent. Juste le moteur et le doux grincement de la structure de la remorque. Elle avait posé le sac à dos sur ses genoux, serré contre sa poitrine. Elle regardait la route avec les yeux de quelqu'un qui fuit encore, même en étant à l'arrêt. J'ai déjà vu ce regard. Sur la route, de temps en temps, on s'arrête pour prendre quelqu'un en mauvaise posture. Ce n'est pas courant, mais ça arrive. Généralement, c'est un homme. Généralement, c'est l'alcool, une bagarre ou une voiture en panne. Une femme seule dans une remorque de camion à 2 heures du matin, venant de La Bourboule, tremblant de froid et d'autres choses qui n'étaient pas le froid. Ce n'était pas une situation que j'avais en catalogue. Alors j'y suis allé comme je sais le faire, doucement, sans faire de bruit. La 75 en mars a une odeur spécifique que j'ai toujours aimée. Humide, verte, un peu minérale, comme si la pluie qui n'est pas encore tombée était suspendue dans l'air en attendant l'autorisation. De temps en temps, un panneau de ville éclairé passait, et la lumière blanche frappait le côté de son visage pendant 1 seconde avant de disparaître. À chacune de ces fractions de seconde, j'essayais de lire quelque chose. Je ne lisais rien. Elle était douée pour ne rien laisser paraître. Nous sommes arrivés à Saint-Flour alors que le ciel était encore sombre, mais avec ce bleu plus clair à l'horizon qui annonce l'aube naissante. Je me suis arrêté à la seule station-service qui avait de la lumière. Elle est descendue avant que je n'éteigne le moteur.
comme si elle savait que le voyage avait un point final et ne voulait pas prolonger les adieux. Elle est restée sur le trottoir avec son sac à dos, m'a regardé par la fenêtre ouverte. « Merci », a-t-elle dit. Juste ça. Mais de la façon dont elle l'a dit, avec sa voix toujours contrôlée mais avec quelque chose de tremblant au fond, j'ai compris que c'était plus qu'un merci. C'était un poids qu'elle transférait, un tout petit peu, de son épaule à l'air, parce qu'à l'intérieur d'elle, il n'y avait plus de place. J'ai dit que ce n'était rien. Je suis entré dans la station, j'ai pris un café, j'ai réglé les papiers de la livraison pour le lendemain. Quand je suis sorti, elle n'était plus sur le trottoir. Elle était entrée, probablement pour demander de l'eau ou aller aux toilettes. Je suis parti sans regarder en arrière. Mais le chemin du retour était différent. Le brouillard avait complètement disparu, le soleil commençait à se lever sur le plateau de l'Aubrac, avec cette couleur orange qui brûle les yeux si on la regarde directement. Et j'ai roulé sur l'autoroute avec une inquiétude qui n'était plus la même qu'avant. C'était autre chose, de nouveau, que je n'ai pas su nommer à ce moment-là. Plus tard, beaucoup plus tard, j'allais comprendre que ce que j'avais ressenti ce matin-là, c'était de la reconnaissance de quelqu'un qui a vu chez une autre personne une blessure qu'il connaît de l'intérieur. C'est le temps qu'il m'a fallu pour arrêter de penser à elle fréquemment. Non que j'y pensais tout le temps, ce n'était pas ça. C'était plus une pensée qui surgissait au mauvais moment, au milieu d'un dépassement, dans la file d'attente à la pesée près de Brioude, au milieu de la nuit, quand le sommeil ne venait pas et que je restais à regarder le plafond de la cabine, le camion garé sur le parking d'une aire de repos. Une pensée rapide, sans visage complet, juste le sac à dos serré contre la poitrine et la voix trop contrôlée. 2 semaines plus tard, je passais de nouveau par Saint-Flour. La route que je fais, Issoire, Saint-Flour, Millau, parfois même jusqu'à Lodève, est la même depuis presque 4 ans. Je connais chaque nid de poule, chaque tronçon où l'asphalte s'affaisse en été, chaque aire qui a des toilettes propres et celles qui n'en ont pas. Saint-Flour n'est pas une grande ville. C'est une de ces villes du Cantal qui semblent avoir été dessinées lors d'un après-midi paresseux. Une avenue principale, des églises au coin des rues, des scooters garés à l'ombre, une odeur de rôti et d'herbe mouillée le matin. Il y a une cafétéria dans la station-service qui est ouverte 24 heures sur 24 et qui sert le meilleur café filtre que j'ai jamais bu sur la route, ce qui n'est pas peu dire quand on a passé sa vie à boire du mauvais café. Je me suis arrêté à cette station par habitude, juste par habitude, me suis-je dit. Je suis descendu, je suis allé directement au comptoir, j'ai commandé le café. La femme qui me servait habituellement était une dame aux cheveux platines nommée Madame Jeanne, qui me connaissait par mon nom et qui avait l'habitude de me demander si j'avais bien mangé. Une question que j'ai toujours trouvée plus affectueuse qu'intrusive. Mais Madame Jeanne n'était pas au comptoir. C'était elle qui y était, Sophie. Pas avec le sac à dos, même pas avec l'égratignure, pas avec le regard de quelqu'un qui fuit. Elle portait un tablier en plastique vert noué à la taille, les cheveux attachés plus soigneusement que la nuit dans la remorque, un stylo derrière l'oreille. Elle m'a vu avant que je ne dise quoi que ce soit et pendant 1 seconde, nous sommes restés tous les deux dans le même genre de paralysie que cette nuit-là, sur l'A175. Sauf que cette fois, il y avait de la lumière, de la chaleur, l'odeur de friture et de café qui passe, et il y avait d'autres personnes autour. Elle a été la première à bouger. Elle a pris une tasse, l'a placée sous le robinet de la cafetière, l'a remplie, a fait glisser le café dans ma direction avec un naturel qui m'a semblé répété, de la bonne manière, pas de la fausse. « Vous êtes venu chercher le sac à dos ?» demanda-t-elle, à voix assez basse pour ne pas atteindre les tables environnantes. « Je ne savais pas que j'avais oublié quelque chose, ai-je dit. » Elle a failli sourire. Failli, car le sourire s'est arrêté à mi-chemin et s'est transformé en autre chose. Une détente peut-être, une petite décompression d'un visage habitué à rester fermé. « Je travaille ici, a-t-elle dit. Comme si j'avais besoin d'une explication. Comme si l'explication était aussi une façon de dire « Je vais bien, ne vous inquiétez pas, vous pouvez boire votre café et partir. » J'ai bu le café.
Mais je ne suis pas parti. Je ne sais pas bien expliquer ce qui m'a fait rester. Ce n'est pas que je sois le genre d'homme qui reste dans la cafétéria d'une station-service à discuter avec une inconnue en pleine matinée. Toute ma vie, j'ai été du genre à faire ce que j'ai à faire et à continuer. Livrer la marchandise, signer le papier, faire le plein, dormir, me réveiller, recommencer. La route n'invite pas à la lenteur. La route, c'est le mouvement, et on finit par incorporer ce mouvement jusqu'à ce que l'immobilité commence à paraître anormale. Mais ce jour-là, je suis resté. J'ai commandé un croque-monsieur, puis une deuxième tasse. Elle allait et venait entre les tables, entre la cuisine et le comptoir, avec l'efficacité de quelqu'un qui apprend vite et veut être utile avant que quelqu'un ne décide qu'elle ne l'est pas. Dans les intervalles où elle était immobile, elle me regardait parfois. Pas avec attente. Elle regardait juste de la même manière qu'on regarde par une fenêtre quand il n'y a rien de spécifique à voir. Quand le coup de feu du déjeuner a commencé et qu'elle est devenue plus occupée, j'allais me lever. Elle est passée près du comptoir et a dit, sans s'arrêter, « Je dors à l'arrière ». Le patron a accepté. Ce n'était pas nécessairement pour moi. C'était une information lancée en l'air, pour qui voulait bien la saisir. Je l'ai saisie. « D'accord », ai-je dit. Et je suis parti. Mais quelque chose a changé ce jour-là. Je le savais en reprenant l'autoroute vers le sud, avec le soleil au milieu du ciel et le plateau qui s'ouvrait des deux côtés dans des tons de vert jaune que seul le mois de mars produit. Les céréales que j'avais livrées, les papiers signés, la prochaine cargaison, tout cela était dans le bon ordre, tout à sa place. Mais il y avait une nouvelle pensée dans la file. Et cette pensée avait un tablier vert et un café-filtre et la phrase « Je dors à l'arrière », dite avec une dignité qui n'avait besoin de personne pour être confirmée. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai arrêté de faire semblant de passer par hasard. L'itinéraire est resté le même, mais les arrêts à Saint-Flour sont devenus plus longs. Parfois un déjeuner, parfois juste un café. Une ou deux fois, nous sommes restés à une table du fond pendant près d'une heure, tandis que la station respirait vide entre le rush du déjeuner et celui de l'après-midi. C'est à ces moments-là que les mots sont revenus, lentement, sans hâte, comme quelqu'un qui ouvre une fenêtre fermée depuis trop longtemps et attend que l'air entre sans forcer. J'ai su son nom lors de la deuxième conversation. Sophie Venancio, professeure de coupe et couture, divorcée depuis 2 ans, 43 ans. Elle m'a raconté par bribes, pas d'un seul coup. Un détail ici, un autre là, de la manière dont les gens racontent les choses quand ils ne savent pas encore s'ils peuvent faire confiance, mais ont déjà besoin de parler pour ne pas étouffer. J'ai appris pour sa fille lors de la 3e conversation. Chloé, 17 ans, restée à la Bourboule avec la sœur de Sophie, Nadine, pendant que Sophie essayait de se réorganiser. C'était la version que Sophie racontait, et je ne doute pas qu'elle y croyait, que c'était temporaire, que c'était provisoire, qu'à un moment donné, ça s'arrangerait. Mais pendant qu'elle parlait, j'ai remarqué que ses doigts pressaient le côté de la tasse avec une force qui ne correspondait pas au calme de sa voix. Et j'ai compris, petit à petit, que Nadine n'était pas seulement la sœur qui aidait. « Elle est contrôlante », a dit Sophie une fois, puis elle est restée silencieuse comme quelqu'un qui a parlé plus que prévu. Je n'ai pas posé d'autres questions ce jour-là. J'ai appris tôt qu'il y a des questions qui, quand on les pose au mauvais moment, referment la personne au lieu de l'ouvrir. Il vaut mieux attendre. Il vaut mieux laisser le silence travailler. La route m'a aussi appris ça. On n'avance pas toujours en accélérant. Parfois on avance en attendant que le brouillard se lève. Ce que je ne lui ai pas raconté, pas pendant ces premières semaines, c'était Marion. Non que ce soit un secret, c'est juste qu'il y a des choses qu'on garde non pas parce qu'on en a honte, mais parce qu'elles n'ont pas encore trouvé la forme d'une phrase. Marion était dans ma tête plus souvent que d'habitude. Peut-être parce que Sophie parlait de Chloé avec cette douleur spécifique de mère éloignée de sa fille par le choix d'autrui, et je reconnaissais quelque chose dans cette douleur, juste de l'autre côté du mur. J'ai été le père qui s'est éloigné sans s'en rendre compte. Je ne saurais dire le moment exact.
Ce fut une série de longs voyages, de week-ends qui n'ont pas eu lieu, d'appels que j'ai remis à plus tard, et ce plus tard est devenu semaines, mois, années. Quand je me suis rendu compte que Marion avait grandi sans moi au sens important du terme, il y avait déjà une distance entre nous qui n'était pas en kilomètres. C'était du silence accumulé, et ce genre de distance n'a pas de raccourci. J'ai essayé d'appeler quelques fois pendant cette période. Elle n'a pas répondu. Une fois, elle a répondu et a dit qu'elle était occupée et a raccroché en 40 secondes. Je suis resté à regarder mon téléphone dans l'obscurité du camion pendant environ 5 minutes après ça, incapable de faire autre chose que de respirer lentement. Un après-midi d'avril, Sophie est apparue au comptoir avec une enveloppe à la main. Elle était froissée. Et il y avait une écriture féminine sur le devant, non pas l'adresse de livraison, mais l'expéditeur barré avec un stylo épais et un mot écrit par-dessus que je n'ai pas réussi à lire de loin. « Elle est revenue », a-t-elle dit. Pas besoin d'expliquer. C'était une lettre qu'elle avait envoyée à Chloé, et elle était revenue avec l'écriture de sa sœur sur le devant. J'ai senti quelque chose se contracter dans ma poitrine. Pas une colère immédiate, plutôt ce précurseur de la colère qu'on ressent quand quelque chose d'injuste se produit trop lentement pour exploser, mais trop vite pour être ignoré. Une colère basse, ancienne, familière. La même que je ressens quand je pense à la façon dont Marion a été convaincue d'une version de moi qui n'était pas la version complète. Elle intercepte les lettres, ai-je dit. Sophie a plié l'enveloppe et l'a fourrée dans la poche de son tablier. N'a rien dit. Mais ses yeux sont devenus humides pendant une seconde, juste une seconde, parce qu'elle était douée pour sécher avant que ça ne déborde. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. J'ai arrêté le camion sur un accotement en terre battue à l'extérieur de Saint-Flour. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Marion. Ça a sonné 4 fois. Je suis tombé sur la messagerie, mais j'ai laissé un message. Pour la première fois en des mois. J'ai dit que je voulais parler, que ce ne serait pas long, que j'appellerais de nouveau la semaine prochaine. J'ai raccroché, j'ai rangé le téléphone dans la boîte à gants, j'ai regardé le plateau qui s'étendait de l'autre côté de la clôture en fil de fer. Le soleil se couchait, les hérons retournaient au marais en une file blanche dans le ciel. Je suis resté là environ 10 minutes sans rien faire, juste à respirer l'odeur d'herbe sèche et de terre chaude que la campagne dégage en fin de journée. C'est une odeur que je connais depuis l'enfance, qui me rappelle Brioude et mon père et des choses qui sont restées derrière, et qui parfois, certains jours, semblent dire qu'il n'est encore trop tard pour rien. Ce jour-là, j'ai eu envie d'y croire. Il y a une différence entre une personne discrète et une personne éteinte. Sophie était discrète. Pendant les premiers mois à Saint-Flour, elle s'est construit une routine avec la discipline silencieuse de quelqu'un qui sait que la routine est ce qui sépare le chaos du supportable. Elle se levait tôt, balayait l'arrière de la station avant l'arrivée de Madame Jeanne, travaillait toute la journée sans se plaindre, cousait pendant les pauses avec un morceau de tissu qu'elle avait acheté sur un marché de rue pour 3 €. De petits gestes de reconstruction qui ne demandaient ni applaudissements ni attention. Ils se produisaient jour après jour, comme quelqu'un qui plante sans savoir s'il va pleuvoir. J'observais cela avec un respect que je ne savais pas bien nommer. Ce n'était pas de l'admiration au sens grandiose, c'était plus la reconnaissance de quelque chose de réel, la dignité d'une personne qui a perdu beaucoup de choses et qui refuse de perdre la dernière partie qui lui appartient encore. Je connais ce genre de refus. Il est silencieux et tenace, et parfois c'est la seule chose qui reste. C'est un mercredi, déjà en mai, que l'appel est arrivé. J'étais à Millau, attendant le chargement d'une cargaison de chaux qui allait avoir 2 heures de retard à cause d'un problème sur la bascule du dépôt. Je me suis assis à l'ombre d'un arbre à l'extérieur du hangar, avec un verre d'eau et mon téléphone dans la poche, qui a vibré avec le nom de Sophie à l'écran. Et Sophie n'appelait jamais, elle n'envoyait que de courts messages quand elle avait quelque chose à dire. J'ai répondu. Elle n'a rien dit pendant environ 3 secondes, juste une respiration. Elle a appelé, a dit Sophie. Chloé, elle a eu le numéro par une camarade. Elle est restée 3 minutes au téléphone. La voix était contrôlée.
Mais il y avait une fine fracture dedans, ce genre de fissure qu'on sent avant de la voir. 3 minutes. J'ai essayé d'imaginer ce qui tient en 3 minutes entre une mère et une fille qui ne se sont pas parlé depuis des mois, et je n'ai pas réussi à réduire cela à quelque chose de simple. Qu'est-ce qu'elle a dit? Court silence. Puis, que Nadine lui a dit que j'étais parti parce que je ne voulais plus d'elle. J'ai fermé les yeux, pas par faiblesse, par reconnaissance, parce qu'il existe un type spécifique de cruauté qui n'utilise ni couteau ni cri. Elle utilise le mot dit au bon moment, à la bonne personne, avec le soin de quelqu'un qui sait exactement l'ampleur des dégâts qu'il va causer. Et cette cruauté est plus difficile à nommer et à prouver que tout autre, parce que celui qui la pratique a toujours une justification raisonnable dans sa poche. Nadine devait croire qu'elle protégeait Chloé. Les gens comme ça le croient presque toujours. Mais les dégâts étaient réels. Les jours suivants, Sophie a disparu dans un silence différent de l'habituel. Pas le silence d'une personne discrète, le silence d'une personne éteinte. Elle travaillait, répondait quand on lui demandait. Mais il y avait une lumière qui avait disparu dans sa façon de bouger. Une présence qui s'était retirée à l'intérieur, comme quelqu'un qui ferme les fenêtres avant la pluie et ne sait plus quand il les rouvrira. Je suis arrivé à Saint-Flour un vendredi avec un plat à emporter emballé dans un sac plastique blanc. Saucisse aligot. Je l'ai acheté à une dame qui le vendait au bord de la route entre Millau et Saint-Flour, sous une bâche bleue délavée, avec un poêle à bois et une casserole en aluminium qui devait avoir 30 ans. L'aligot est un plat de l'Aubrac que soit on apprend à aimer depuis l'enfance, soit on n'apprend jamais. Il a un goût fort, filant, qui colle à la mémoire de la même manière qu'il colle aux doigts. Mon père mangeait de l'aligot tous les dimanches. C'est une odeur qui me ramène à des choses qui n'existent plus. Je suis entré dans la cafétéria. J'ai traversé jusqu'au comptoir du fond où Sophie organisait une étagère d'épices. Et j'ai posé le plat sur le plan de travail sans rien dire. Elle a regardé le plat, m'a regardé. « Qu'est-ce que c'est ?»« Saucisse aligot, ai-je dit. » Elle est restée immobile un moment. Puis elle a ouvert la barquette, a approché son visage et est restée les yeux fermés pendant 2-3 secondes, juste pour sentir l'odeur. Quand elle a rouvert les yeux, ils étaient pleins de larmes. Aucune n'a coulé, mais elles étaient là. « Ma mère en faisait, a-t-elle dit d'une voix très basse. Je n'ai rien dit. Ce n'était pas le moment de dire quoi que ce soit. Elle a refermé la barquette, est allée à l'arrière, et j'ai entendu le bruit de couverts et d'une chaise qu'on tire. J'ai mangé ma part à une table près de la fenêtre. L'après-midi était chaud, le ventilateur de plafond tournait lentement, et dehors, l'avenue de Saint-Flour suivait son rythme de petite ville. Scooters, chiens, enfants à vélo, nuages immobiles dans le ciel. Quelque chose s'est brisé ce jour-là, dans le bon sens. Mais le soulagement a été de courte durée. 3 jours plus tard, j'étais à l'Odève quand le message est arrivé. Court, sans explication, de la manière dont les mauvaises nouvelles arrivent généralement quand la personne de l'autre côté n'a pas l'énergie d'élaborer. J'ai perdu le travail et le logement. Je dois quitter la station. J'ai lu 2 fois. Puis, j'ai appelé. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Le propriétaire de la cafétéria l'avait appelé pour une conversation la veille. Il avait dit qu'il devait réduire les dépenses. Bon, qu'elle comprenait que ce n'était rien de personnel. Il avait été poli, il avait été juste pour le solde de tout compte, mais ça avait été définitif. Sophie savait. Je l'ai su quand elle a raconté avec ce calme lourd de quelqu'un qui a tout ressassé la nuit, que ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un avait dit quelque chose au propriétaire. Quelqu'un avec un nom et une raison de vouloir qu'elle quitte l'endroit où elle était. Didier. Elle n'a pas dit le nom à voix haute, mais je savais déjà qui c'était. Les semaines précédentes, le nom était apparu par fragments. Un ex-beau-frère de la Bourboule, un commerçant bien en vue, un habitué de la mairie et des déjeuners d'associations de commerçants. Le genre d'homme que tout le monde connaît par son prénom et qui utilise cette familiarité comme un outil, qui arrive avec des offres d'aide et facture cette aide d'une manière qui n'est jamais écrite sur aucun papier. Au fil des conversations des dernières semaines, d'autres détails étaient apparus. Il utilisait une dette de la famille de l'ex-mari de Sophie comme levier pour s'approcher,
pour faire pression, pour apparaître au moment où elle était seule et vulnérable, le genre d'homme qui n'élève jamais la voix, parce qu'il n'en a pas besoin, le genre qui sourit et fait des ravages de loin, sans témoin et sans laisser de traces. J'ai accéléré la livraison à l'ODEV d'une manière qui n'était pas entièrement dans les règles. J'ai réglé ce que je devais plus vite que prévu. J'ai repoussé ce que je pouvais à lundi. Et je suis redescendu sur l'autoroute vers Saint-Flour avec le moteur en sur-régime et une tension dans les épaules que je sentais jusque dans la mâchoire. Quand je suis arrivé, il était presque 6 heures du soir. Elle était sur une petite place, près de la station, sur un banc en béton sous un tilleul, avec son sac à dos par terre entre les pieds. Le même sac à dos que dans la remorque, la même façon de s'asseoir, le dos droit, les genoux serrés, les mains sur le sac. Mais il y avait une différence. La nuit dans la remorque, elle était cachée. Maintenant, elle était à découvert. Au milieu d'une place de petite ville, en fin d'après-midi, avec les enfants qui rentrèrent de l'école, et les vieux assis sur les trottoirs, et le ciel devenant couleur de cuivre sur les toits. Elle attendait. Pas cachée. Elle attendait. Cette différence était minime pour n'importe qui de l'extérieur. Pour moi, elle était énorme. J'ai garé le camion le long de la place, je suis descendu, je suis allé jusqu'au banc. Elle m'a regardé sans surprise. Elle avait envoyé le message, elle savait que je viendrais, c'était la partie de l'accord tacite que nous avions construit sans jamais en parler. Mais il y avait dans son regard quelque chose au-delà de l'attendu. Une reconnaissance peut-être, ou de la gratitude, ou les deux ensemble, qui sont parfois indiscernables. Il y a une dame qui s'appelle Madame André, ai-je dit, de la paroisse, on m'a dit qu'elle aide souvent. Tu lui as déjà demandé. J'ai demandé à la patronne de l'épicerie de demander. Sophie a regardé le sol une seconde, puis m'a regardé. Tu as avancé la livraison de l'ODEV. Ce n'était pas une question. Je l'ai avancée, ai-je dit. Elle a hoché la tête lentement, le menton s'abaissant et se relevant une seule fois, de la manière dont on acquiesce quand les mots ne sont pas adéquats et que le geste est plus honnête que n'importe quelle phrase. Je l'ai emmenée chez Madame André ce soir-là. La dame avait 70 ans et une manière sèche qui ne trompait personne sur le cœur qu'il y avait en dessous. Elle accueillait sans poser de questions et demandait le paiement non pas en argent, mais en présence, en aide aux tâches, en compagnie dont elle n'admettrait pas avoir besoin. J'ai laissé Sophie à la porte avec son sac à dos et la promesse de passer le week-end. Quand je suis parti, le ciel de Saint-Flour était plein d'étoiles. Dans le Cantal, loin des lumières des grandes villes, les étoiles apparaissent vraiment, denses, anciennes, indifférentes. Je n'ai jamais été du genre à regarder souvent le ciel. Je pense que la route exige tellement de la vision qu'on apprend à garder les yeux pour l'horizon et non pour le ciel. Mais cette nuit-là, j'ai arrêté le camion sur la bande d'arrêt pendant environ 3 minutes et je suis resté à regarder. Je ne cherchais rien, je regardais juste. Parfois, c'est le maximum qu'on puisse faire. Quand la situation est trop grande pour tenir dans les pensées, on s'arrête, on regarde quelque chose qui est plus grand que le problème, et on respire jusqu'à ce que la poitrine retrouve sa taille normale. Le moteur a un peu refroidi. Les grillons ont recommencé. J'ai passé une vitesse et j'ai continué. Les mois qui ont suivi sont les plus difficiles à raconter. Non pas parce qu'il s'est passé trop de choses, c'est presque le contraire. Tout a été lent, minuscule, se produisant sur les bords du quotidien comme une infiltration dans un mur. On ne voit pas le moment où ça commence, on ne le remarque que quand c'est déjà profond. C'est ainsi que les choses importantes se produisent souvent dans la vie de ceux qui n'ont pas le temps de s'arrêter pour y prêter attention. Elles entrent par les côtés. Sophie s'est installée chez Madame André avec la lenteur de quelqu'un qui apprend que la stabilité provisoire est toujours une stabilité. La cohabitation était tendue, comme l'est souvent la cohabitation entre deux femmes indépendantes dans un petit espace. Il y avait des règles tacites, des horaires respectés par une pression silencieuse, des dîners en silence qui n'étaient pas hostiles, mais pas non plus confortables.
Sophie Couzet, pendant son temps libre, a commencé à faire quelques retouches et ajustements grâce aux recommandations de la paroisse et a mis de côté un peu d'argent, petit mais honnête. Ce n'était pas beaucoup, c'était à elle. Je passais les week-ends à Saint-Flour avec une fréquence que j'ai commencé à trouver étrange, comme si une partie de moi essayait encore de convaincre l'autre que c'était passager, une habitude, une coïncidence d'itinéraire. Mais la vérité, c'est que je savais déjà. Quand on commence à calculer son heure d'arrivée en fonction de l'endroit où se trouvera une autre personne, on sait déjà. La relation entre nous deux n'avait pas de nom. Nous n'avons pas essayé de lui en donner. Il y avait du respect, il y avait de l'attention, il y avait un langage que nous avons inventé petit à petit, fait plus de silence partagé que de conversation. Le genre de langage qui ne fonctionne qu'entre des personnes qui ont déjà vu le pire de l'autre avant de voir le reste. Je l'avais vue recroquevillée dans une remorque dans le noir. Elle m'avait vu arriver de l'Odève avec les épaules tendues et les yeux rouges de quelqu'un qui a mal dormi pendant 3 nuits. Il n'y avait plus de faux semblants possibles après ça. C'est à cette période que Marion, enfin, a répondu au téléphone. J'étais dans les toilettes d'une aire de repos près d'Issoire quand j'ai appelé, des toilettes en carrelage blanc avec des infiltrations au plafond et une odeur de désinfectant qui ne couvrait pas l'odeur d'humidité. Je m'étais arrêté juste pour utiliser les toilettes, sans intention d'appeler, mais le téléphone était dans ma main et son nom était sur l'écran des derniers appels, et j'ai composé avant de réfléchir. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Papa, un mot. Juste ça. Mais c'était sa voix. La voix que je connaissais depuis qu'elle avait 2 ans et que le temps a changé, mais pas complètement effacé. Qui avait encore à l'intérieur un vestige de l'enfant qu'elle a été. Et j'ai reconnu ce vestige au milieu du mot, et j'ai senti ma poitrine se serrer d'une manière que je ne peux décrire avec précision. « Marion », ai-je dit. La conversation a duré peut-être 8 minutes. Elle a été froide à plusieurs moments, cinglante à 2 ou 3 reprises, avec des silences qui faisaient mal. Elle a dit des choses que j'avais besoin d'entendre même si ça faisait mal. Elle a dit que j'avais disparu, que la présence, ce n'est pas juste se montrer pour les anniversaires, qu'elle avait arrêté de m'attendre à un moment donné dans le passé et que reconstruire ça ne serait pas simple et ne serait pas rapide. Je ne me suis pas défendu, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que les choses qu'elle a dites étaient vraies, et la vérité n'a pas besoin de défense, elle a besoin de reconnaissance. J'ai dit que je savais. J'ai dit que j'avais eu tort. J'ai dit que j'appellerais de nouveau. Elle a dit « d'accord ». 2 mots qui portaient moins que ce que je voulais et plus que ce que je méritais. J'ai raccroché. Je suis allé au lavabo. J'ai ouvert le robinet d'eau froide et je me suis lavé le visage plus longtemps que nécessaire. Je me suis regardé dans le miroir avec l'eau qui coulait sur mon menton. 62 ans. Le visage marqué par le soleil et le vent, les yeux qui n'ont jamais été du genre à pleurer mais qui, à ce moment-là, étaient rouges, de la même manière. J'ai séché mon visage. Je suis sorti. Je suis retourné au camion. Je ne l'ai pas dit à Sophie ce soir-là, mais la semaine suivante, quand je me suis arrêté à Saint-Flour et que je l'ai trouvée en train de coudre sur une chaise sur la terrasse de Madame André, avec la lumière de l'après-midi qui tombait de côté sur elle, je lui ai raconté. J'ai raconté toute la conversation, du premier mot au dernier, sans résumé et sans enjoliver. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse quelques instants, puis elle a dit... Elle a répondu. Elle a répondu. Alors c'est encore possible. 3 mots, mais dit avec cette autorité spécifique de quelqu'un qui essaie aussi d'y croire de l'intérieur, non pas comme une consolation vide, mais comme une donnée vérifiable, une pièce à conviction. C'est encore possible. Elle a répondu. Le fil n'a pas été coupé. J'ai gardé ça en moi. C'est Madame André qui a provoqué le tournant sans savoir qu'elle le faisait. La vieille dame avait l'habitude de parler du passé avec le naturel de quelqu'un qui ne distingue pas entre une conversation importante et une conversation de passe-temps. Un après-midi doux, alors que Sophie l'aidait à plier un drap dans le salon, Madame André a commencé à parler d'une ancienne cliente de couture, une femme de Brioude qu'elle n'avait pas vue depuis des années.
cousine de quelqu'un qui travaillait dans une étude de notaire à la Bourboule, qui avait eu une situation avec un homme nommé Didier qui utilisait une dette de famille comme moyen de pression. Sophie a arrêté de plier le drap. Je n'étais pas là ce jour-là, mais Sophie me l'a raconté plus tard. La situation que Madame André décrivait était trop similaire à la sienne. Les mêmes mécanismes, le même nom, un schéma qui se répétait dans une autre ville avec une autre femme quelques années plus tôt. Et ce schéma avait laissé des traces. Le document que Didier avait utilisé pour faire pression sur cette femme à Brioude avait une irrégularité qu'un avocat bénévole lié à la paroisse de là-bas avait identifiée à l'époque. Cet avocat consultait encore sporadiquement via le même contact de la paroisse. Ce ne fut pas dramatique, ce ne fut pas une révélation avec une musique de fond et la lumière entrant par la fenêtre. C'était une conversation en pliant des draps un après-midi doux à Saint-Flour, avec le ventilateur allumé et l'odeur de linge propre dans l'air. Mais ce fut le moment où le problème de Sophie a cessé d'être seulement émotionnel et est devenu quelque chose qui tenait dans du papier, dans un dossier, dans un argument juridique. J'ai emmené Sophie à toutes les audiences. Je n'entrais pas. Je restais dehors, dans le camion, avec le moteur éteint et la radio à faible volume. Parfois je restais 1 heure, parfois plus. Quand elle sortait, j'avais toujours la bouteille thermos d'eau fraîche sur le siège passager. Elle la prenait toujours sans que j'aie besoin de dire quoi que ce soit. En septembre, Chloé est allée personnellement à la Bourboule. Pas avec l'autorisation de Nadine. Elle y est allée seule, en bus, un jeudi après-midi où Nadine était au travail. Cette fois, l'appel a duré 40 minutes. Quand Sophie me l'a raconté, elle était différente. Pas soulagée au sens léger du terme. Elle était soulagée au sens profond, du genre qui laisse la personne épuisée avant de la laisser reposer. Parce que quand on porte un poids trop longtemps et qu'il disparaît enfin, les muscles ne savent plus quoi faire de l'espace. Elle a dit qu'elle n'y avait jamais cru, m'a raconté Sophie. Elle a dit qu'elle savait que ce n'était pas vrai. « C'est ta fille ?» ai-je dit. Sophie m'a regardé une seconde, puis elle a regardé au loin vers l'avenue, avec une expression qui n'était pas exactement un sourire, mais qui était ce qui vient avant le sourire, le visage se préparant à quelque chose de bon après une longue période sans pratique. La dette a été annulée pour vice de forme en octobre. Un vendredi du même mois, Marion est apparue à la station-service de Saint-Flour sans prévenir. J'étais assis à une table de la cafétéria avec un café quand elle est entrée. Lunettes de soleil, sac à dos, la même démarche que sa mère que j'avais toujours remarquée, mais jamais commentée. Elle m'a vu, a enlevé ses lunettes, est restée immobile 1 seconde, puis elle est venue s'asseoir sur la chaise en face. Nous sommes restés plus de 2 heures là. Elle a parlé. J'ai parlé. Il y a eu des moments où nous sommes restés tous les deux en silence, à regarder notre café comme si la réponse s'y trouvait. Il y a eu un moment où elle a dit quelque chose qui m'a blessé, et j'ai encaissé, parce que c'était juste. Il y a eu un moment où j'ai dit quelque chose qui a fait briller ses yeux, et elle a pris son téléphone et a fait semblant de s'en occuper jusqu'à ce que ça passe. Sophie, moi qui revenais d'une commission pour la paroisse, est passé devant la fenêtre de la cafétéria, a regardé à l'intérieur, a compris ce qui se passait sans que j'aie besoin de faire le moindre signe, et est allée faire le tour du pâté de maison. Quand elle est revenue, 15 minutes plus tard, Marion regardait son téléphone avec cette concentration de quelqu'un qui n'est concentré sur rien, juste laisser son visage se reposer sur une expression neutre, tout en traitant quelque chose de grand à l'intérieur. Sophie s'est assise, a commandé un café, et nous sommes restés tous les 3 en silence pendant un moment. Ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le genre de silence qui n'existe qu'après que beaucoup de choses ont été dites. Le silence d'après, plus lourd que celui d'avant, plus honnête, avec une texture différente. Dehors, l'avenue de Saint-Flour continuait comme toujours. Scooter, chien, enfants, nuages. L'après-midi était chaud et immobile, de la manière dont le plateau de l'Aubrac est en octobre, avant les premières pluies. Le moteur du camion allait redémarrer lundi. La route était toujours là dehors, pareille à elle-même, longue, poussiéreuse, indifférente, en attente.
Mais cet après-midi d'octobre, à une table de la cafétéria d'une station-service à Saint-Flour, avec du café dans une tasse, et ma fille à mes côtés et Sophie sur la chaise d'en face, je n'étais nulle part ailleurs qu'ici. 32 ans sur la route m'ont appris que le mouvement est l'état naturel des choses, que s'arrêter coûte, que rester demande plus de courage que de partir. J'ai appris tard, mais j'ai appris. Et parfois, apprendre tard, c'est encore à temps. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Je promets de vous apporter chaque jour des vidéos qui rendront votre vie plus heureuse. Commentez ce que vous avez pensé de mon histoire en lui donnant une note de 0 à 10. Et merci beaucoup.